président d'honneur de Hermann Rich, qui est un grand spécialiste d'abord de l'histoire moderne de l'Espagne, et depuis maintenant bien 30 ans, de l'histoire contemporaine, et notamment de la vie et de l'œuvre de Manuel Azaña. Je crois que l'on peut dire qu'en France, c'est le plus grand spécialiste, celui qui connaît le mieux sur la figure et l'œuvre politique de Manuel Azaña. Et un des pionniers, puisqu'en 1990, Jean-Pierre, je ne trompe pas de date, l'historien s'est fait bien. En 1990, il avait organisé un grand colloque, je pense le plus grand colloque sur Manuel Azaña, et dont l'ouvrage a été publié par l'édition du CNRS et de la Casa Velázquez, et qui s'appelle Azaña et son temps. Et je crois que jusqu'à présent, il y avait combien, Jean-Pierre, une vingtaine de participants, de communicants, parmi les plus grands. Hein. C'est vrai que je ne les ai pas cités tout à l'heure, mais Santos Julián, Julio Arrostegui, entre autres, hein, sur un colloque qui avait été ouvert, inauguré par Georges Samprun, ministre de la Culture du gouvernement espagnol. Et je crois que si vous avez l'opportunité, il faut lire cet ouvrage, vous y trouverez tout. Et tout ce qui a pu être écrit après, je crois, améliore un petit peu, mais vous avez l'essentiel sur la vie et l'œuvre de Manuel Azaña. Sans plus tarder, Jean-Pierre, je te laisse la parole pour écouter ta conférence sur Manuel Azaña et son projet politique. Monsieur le excusez-moi, je me perds un peu, mesdames les vice-présidents du conseil régional, du conseil départemental, monsieur l'adjoint à la culture de la ville de Montauban, et j'oublie évidemment beaucoup de personnes qui m'en voudront. Permettez-moi d'abord de féliciter l'équipe qui a pris en main notre association pour avoir pensé à organiser ces journées de commémoration de 20 ans d'action. Et en effet, en ce qui nous concerne, ces 20 ans d'action remontent encore plus loin, puisque, comme nous rappelait Bruno, c'est effectivement en 1990, lorsque j'étais à l'activité à l'université de Toulouse, que nous avons organisé ici ce premier colloque international consacré à une figure qui, à l'époque, était totalement oubliée en France, et quand elle n'était pas oubliée, elle était décriée. Quand on lit les écrits, y compris des historiens français de l'époque, on s'en rend compte, elle était ignorée et décriée, et à Montauban, on ne peut pas dire non plus qu'elle fut, à l'époque, bien connue, et que la tragédie personnelle qui l'a amené chez nous, et qui fait qu'il y repose depuis, était totalement tombé dans l'oubli. C'est donc une longue histoire que ce retour à une figure qui n'a pas cessé depuis maintenant des années de se replacer au centre de la réflexion sur le destin de l'Espagne contemporaine, de l'Espagne au XXe siècle, dont nous sommes évidemment les héritiers. Cependant, lorsqu'on m'a invité à vous parler, je me suis demandé si cet exercice de mémoire avait un sens pour les générations à venir, car c'est ce qui nous importe. Pour ce qui est de nous, nous avons nos souvenirs de ces périodes, pour le plus ancien. Nous avons une mémoire transmise directement. Nous avons une présence cytologique à ces événements qui demeurent, mais qu'en est-il pour la jeunesse qui, d'Azaña, ne trouvera que le nom dans ses manuels scolaires, à côté de bien d'autres, sans se rendre compte forcément de la complexité et de l'exemplarité de cette personne. C'est cette réflexion que je voudrais
aborder avec vous. Je voudrais bien me pardonner son caractère inachevé, dans la mesure où les épreuves personnelles et familiales ont interrompu le travail de préparation dans lequel je m'étais lancé. J'avais proposé, comme titre de cette conférence, d'envisager Asania dans l'ombre et la lumière, sol et sombra, pour reprendre une expression qui nous vient, on le sait, de la tauromachie. Alors, n'y voyez pas une allusion à un goût personnel de Asania pour les tauros, parce que je ne crois pas que ce fut le cas. Je n'ai trouvé d'ailleurs, dans les longues lectures de ses écrits, pratiquement aucune allusion à la tauromachie, qui reste aujourd'hui encore un sujet hautement polémique en Espagne. Sol et sombra, c'est donc, si vous voulez, dans mon esprit, l'idée que la trajectoire politique de cet homme est une trajectoire, quand on la reconstitue dans sa globalité, extraordinairement contrastée. Loin, ce n'est ni une continuité de réussite, ni un chapelet d'erreurs et d'épreuves. C'est cette alternance dans la réussite, dans l'aboutissement de l'effort et dans l'effondrement qui peut lui succéder. C'est dans cette alternance peut-être que nous avons un exemple de ce que peut être l'action politique dans un régime démocratique en particulier. Une action politique aujourd'hui, je le rappelle, pour nos contemporains, souvent décriée dans son principe même. Eh bien, la vie politique de Asania nous montre que le chemin n'est jamais tracé. Et dans son cas, tout particulièrement, car arrivé au pouvoir en 1931, il est déjà quinquagénaire lorsqu'il accède au premier plan de la politique. Il a suffi de quelques mois, en effet, en 1931, avec la chute de la monarchie, la proclamation de la République, pour que le nom d'Asania sorte de l'ombre et s'affirme comme celui d'un responsable politique de premier plan. Dans le gouvernement provisoire, qui est présidé par Niceto Alcalá Zamora, qui doit organiser l'élection des Cortes constituantes, il se voit confier le ministère de la guerre. C'est le début de cet engagement politique qui le conduira aux plus hautes fonctions, mais lui fera aussi traverser de douloureuses épreuves pour s'achever moins de 10 ans plus tard, 9 ans et quelques, dans une défaite sans espoir et la mort en exil ici en Antoine. 9 ans de vie politique, c'est effectivement très court. Et en même temps, c'est d'une telle densité qu'on en ferait, je pense, c'est d'ailleurs été mon rêve souvent d'intéresser un scénariste à cette vie, car je pense que cette vie nous donnerait toute la densité d'une tragédie shakespearienne. Cette entrée en politique, qui se fait donc par la grande porte, elle ne s'inscrit pas pour lui dans un plan de carrière prémédité. Elle est aussi inattendue à ses yeux qu'aux yeux de ses contemporains. Jusque-là, à 50 ans bien sonnés, comme je l'ai dit, le nouveau ministre a partagé sa vie entre un poste de haut fonctionnaire qui lui laisse des loisirs et une activité d'intellectuel engagé. Il a en particulier dirigé une prestigieuse revue de culture, Espagne. Il s'est fait entendre dans les débats du grand cercle politique de Madrid, l'Ateneo, dont il a été secrétaire. Il a à ce titre été
un fervent soutien de la cause des Alliés pendant la Grande Guerre, et il a finalement d'ailleurs été élu président de l'Athénéum. Et ce sont là des activités intellectuelles qui l'ont fait connaître effectivement dans ces milieux, mais pas dans la vaste Espagne, une Espagne dont, je le rappelle, la majorité de la population à l'époque est rurale et bien loin de l'activité intellectuelle extrêmement brillante d'ailleurs de Madrid ou de Barcelone. Le nouveau ministre, à peine installé dans son bureau, annonce ses intentions lors d'une réunion qui est présidée par les plus hautes autorités militaires. Ses intentions face à l'armée sont en effet déterminées. Je ne suis pas homme à reculer devant les obstacles, leur dit-il. Au contraire, je suis un homme tenace dans l'effort. Et mon effort aujourd'hui vise la nécessité d'accomplir d'urgence la réorganisation de l'armée nationale. Alors, cet intérêt pour la chose militaire de la part de Azaña, pur intellectuel, qui a été dispensé lui-même de faire le service militaire, puisqu'on pouvait à ce moment-là être dispensé en rachetant, moyennant une quota, la mobilisation, elle peut s'expliquer par l'intérêt qu'il avait porté à la question militaire en France pendant et après la Grande Guerre, à laquelle il avait consacré un de ses premiers travaux qui a fait l'objet de la publication d'un livre. Il pensait donc parmi le groupe qui constitue le gouvernement provisoire comme celui qui disposait, je dirais, d'une expertise en la matière, mais c'était une expertise lointaine qui portait essentiellement sur l'armée française et pas sur l'armée espagnole. En revanche, féru d'histoire, Azaña connaissait le poids décisif qu'avait exercé l'armée dans l'histoire du pays, au XIXe siècle en particulier, où à plusieurs reprises l'armée, ses chefs, se lance dans le jeu politique, provoque ce qu'on appelle des pronunciamientos, qui consistent à les amener au pouvoir ou à imposer le gouvernement qu'ils souhaitent ou à le renforcer. Il sait aussi que c'est un général, le général Primo de Rivera, qui en 1923 a imposé au roi Alphonse XIII la suspension de la constitution parlementaire imparfaite qui était en vigueur et qui a instauré le régime appelé par lui-même d'ailleurs la dictature. La dictature de Primo de Rivera a été déterminant, l'élément déterminant dans l'engagement politique de Azaña. Car c'est alors que cet homme, qui n'était pas républicain à ce moment-là, va se prononcer pour la République. Pourquoi? À cause de la défaillance du roi Alphonse XIII qui souscrit à la demande que lui impose Primo de Rivera. Et de cet engagement va procéder d'abord un texte qui aura d'ailleurs une diffusion très restreinte, mais qui s'appelle « Appel à la République », qu'il écrit dès 1924, puis son engagement dans les regroupements et qui vont aboutir à la proclamation de la République le 14 avril 1931, après le départ du dictateur et de ses successeurs éphémères. De cette confrontation avec le roi Alphonse XIII, et qui a été un peu ignoré, il faut le dire, par beaucoup de
assez violent, il a tiré un dialogue très curieux dont je vais vous donner lecture et qui figure dans ses journaux. Car Azaña, homme de pouvoir, est un homme à la double écriture. Enfin, il écrit pour lui dans ses journaux, tout en s'affirmant par la parole comme un orateur de premier plan. Et dans ces journaux, voilà ce que l'on trouve le 27 mai 1932. Relevez la tête. Ce dialogue, d'ailleurs, j'aurais bien aimé l'interpréter avec Mathieu Amalric. Peut-être que nous le ferons un jour. Mais là, je vais vous le lire moi-même. Relevez la tête. Et dans le miroir qui se trouve au fond de la salle où je travaille, devant ma table, je me suis vu de loin, avec un air grave et pensif qui m'a frappé. Je me suis vu comme si je voyais un autre. J'ai vu le ministre, le président, à la barre d'une politique en dehors de toute représentation, sans autre témoin que ses propres réflexions. Et je me suis livré à un étrange divertissement. Non pas une hallucination, mais une fantaisie volontaire. J'ai imaginé que la porte du bureau s'ouvrait et que le roi entrait pour se trouver face à la personne que je voyais dans le miroir, si différente du Manuel Azaña que je connaissais. Je l'ai reçu sans surprise, froidement, sans arrogance. Le roi était un peu déconcerté et embarrassé par l'étrangeté de la situation. Je suis venu voir comment vous allez pour parler de toutes ces choses. Si on savait que vous vous trouvez ici avec moi, est-ce que je vous compromets? Oh non, on a confiance en moi. Et tandis que je fumais, le roi parlait avec insistance. Voyez-vous, si j'avais su, et quoi donc, ce qu'il fallait faire, vous ne l'auriez pas fait. L'homme du miroir, c'est-à-dire lui, paraissait un buste plutôt qu'un homme. Entouré d'un nuage bleu, il contemplait le roi, et cette présence l'écartait encore plus du monde réel extérieur. Mais vers quoi allez-vous? Que voulez-vous faire de l'Espagne? Je gouverne une démocratie et je démontre comment se gouverne une démocratie. C'est difficile. Vous n'êtes pas dictateur? Non. Pour les grandes choses, il faut choisir entre Napoléon et Périclès. Au milieu, il n'y a que des hommes quelconques. Montrer une démocratie, comment la gouverner, c'est l'habituer à se passer du génie. Je ne suis pas démocrate. Oh, c'est bien connu. Je ne crois pas en la démocratie. Pas seulement. Vous ne savez pas ce que c'est. Au moment, le roi me semble rabougri, comme emmitouflé dans une haute lampe de voyageur. Il me fait peine. Vous, avec l'opinion qui vous soutient, vous pourrez agir comme vous voudrez. Ah, si j'avais pu en faire autant. Pour les personnes intelligentes, le pouvoir n'a qu'une barrière véritable et infranchissable, la conscience de sa propre limite. Ceux qui craignent des abus de pouvoir chez les personnes comme moi sont des idiots ou des malades. Ah. Vous êtes dur avec moi parce que vous êtes certain que j'ai abusé du pouvoir.
Moi, je voulais faire quelque chose de grand en Espagne. Ah, c'est incroyable. Personne ne vous aurait cru capable de grandeur, pas même à l'imagination. Et vous ne le croyez pas? Ah, moi non plus. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas artiste. Par contre, vous en êtes un, et ça vous permet de dominer, de triompher. Non, je ne domine pas, je ne triomphe pas. Il vous faudra peu de temps comme aux autres pour vous rendre compte de ce que représente pour moi le pouvoir que vous avez perdu pour l'avoir trop aimé et que j'exerce sans l'avoir désiré. Le pouvoir qui fera de nous des personnages historiques avec des images peut-être infidèles. Le roi allonge ses lèvres et esquisse un sourire en prenant un air supérieur. Et vous n'avez pas peur qu'on vous assassine? Bah, quelques-uns le veulent, mais je n'ai pas peur. Ça serait un crime anti-historique. Ah, je ne comprends pas. Toutes les raisons qu'il y avait pour que vous perdiez le trône, elles sont là pour qu'on ne m'assassine pas au moindre moment. Plus tard, peu importera. Et le roi, perdant sa prestance, s'évanouit sous mes yeux. Alors, ce dialogue, il faut bien le dire, déconcertant, nous montre à la fois la raison de sa rupture avec le souverain, avec la monarchie, et en même temps la raison de son engagement dans la construction d'un régime démocratique qui, pour lui, dès lors, ne peut être que la République. Et pour cela, il va mettre en œuvre deux outils, la parole et, je dirais, sur le plan technique, la machine parlementaire. La parole. Il va se révéler dans les débats décisifs tenus au Cortés, l'Assemblée unique du Parlement. Il va se révéler un orateur décisif dans plusieurs des principaux débats sur les grandes réformes de la République. Mais aussi, et forcément, la machine parlementaire, car il est convaincu que la République à construire doit introduire et acclimater, dirais-je, en Espagne, les pratiques parlementaires nées, notamment en Angleterre, depuis 2 siècles au moins, depuis le XVIIIe siècle. Ce qui exige de constituer une majorité. Et ne croyez pas que construire une majorité dans les Cortés élus en 1931 soit chose beaucoup plus facile que la construire dans la France de 2025. Mais je ne veux pas prolonger cette comparaison. Il est certain que, dans un premier temps, Assayas envisage de regrouper une majorité large de tous les républicains qui ont été représentés dans le gouvernement provisoire. Mais il a affaire à des formations extraordinairement divisées et émiettées. Le seul parti qui a une organisation solide, c'est le Parti socialiste ouvrier espagnol, mais celui-ci se maintient, et se maintiendra de plus en plus, dans une attitude réservée, refusant souvent de s'engager dans le gouvernement du pays pour ne pas se séparer des revendications qui sont toujours fortes et qui retentissent dans sa base. Et donc,
lorsque Hassan, au mois d'octobre, va devenir chef du gouvernement, ça sera avec une majorité suffisante, dans laquelle il réussira à amener les socialistes et dans laquelle refuseront de participer certains républicains, en particulier le vieux parti radical qui, au début du siècle, avait fait irruption dans la politique espagnole et qui, peu à peu, se rangera dans les opposants à la politique voulue par Hassan. Et donc, jusqu'au bout, cette nécessité de maintenir une majorité fera l'objet pour lui de tractations dont ses journaux en particulier gardent la trace. On ne fait pas une démocratie parlementaire sans être assuré de cette majorité, c'est sa conviction, et c'est ce qui finira par l'abandonner. Comme je l'ai dit, d'autre part, la parole va être déterminante. Et c'est celle qui va lui permettre de s'affirmer comme le porte-voix du projet de démocratisation de l'Espagne. Plusieurs discours, je l'ai dit. Le premier, c'est celui qu'il va prononcer par surprise dans le débat sur ce qu'on appelle le problème religieux. Assaya, comme ses collègues, est convaincu que l'Église catholique a joui en Espagne d'une prépondérance qu'elle a fait un pilier non seulement de la société, mais aussi de l'État, et qu'il faut décéder cette emprise et donc introduire une séparation de l'Église et de l'État. Sur ce point, l'accord dans la majorité est assez général, mais les modalités restent à discuter. Certes, Assania connaît le déroulement de la séparation de l'Église et de l'État sous la Troisième République en France, mais ce n'est pas la démarche qu'il va adopter et qu'il va soutenir et que ses collègues vont engager. En effet, il existe finalement deux tendances pour concevoir cette séparation de l'Église et de l'État. Pour l'une d'elles, il faut éliminer toute présence de l'Église, la réduire au moins dans la société à sa plus simple expression. Pour Assania, qui est finalement un adepte de la laïcité, ce qui compte, c'est que l'État soit débarrassé de cette emprise. Mais on ne peut pas, pense-t-il, l'évacuer complètement de la société. Le débat va porter essentiellement sur la place des ordres religieux dans la société. Dans les premiers débats dans le premier débat sur le projet de Constitution, de l'article 26, la première version consistait à renvoyer, éliminer tous les ordres religieux d'Espagne. C'est ce qui avait été fait en France en 1905. Et c'est ce que ne veut pas faire Assania. Assania pense qu'il faut s'en tenir à une position plus restreinte. J'ai une citation qui le dit très clairement. Voilà. Dans le fond, le contenu de l'article 26 me laisse assez indifférent. Si au moins il ne comporte pas l'expulsion de tous les ordres religieux. Mesure répugnante, inefficace et lourde de danger. En interrogeant
Je sens ma répugnance motivée par un sentiment d'humanité et d'esthétique. Chaque fois que je me souviens du monastère d'El Paular, je ressens de la peine pour les belles choses qui perdent leur caractère traditionnel. Cela me semblerait mal de déloger les bénédictins de Silos, non pas parce que la communauté ferait des choses estimables, mais pour ce que l'abbaye représente dans l'histoire d'Espagne. Et j'en éprouve autant pour l'Escorial. L'Escorial où il avait été élève et où, même engagé en politique, il ne perdra pas une occasion de s'échapper de Madrid pour aller en relève et renouer avec sa mémoire. Il me paraît tout aussi stupide d'aller fermer des couronnes religieuses dans les villes d'Espagne, les Ursulines d'Alcalá, les Bernardines de je ne sais où, etc. Dans mon discours, cependant, il faut que la séparation soit fortement marquée. C'est pourquoi, en revanche, dans mon discours, écrit-il, en défendant le texte de la Commission, j'ai introduit 2 points nouveaux qui m'aggravent. Le premier, l'interdiction d'enseigner, ajoutée à l'interdiction du commerce et de l'industrie, qui figurait déjà, car c'est la clé du problème. Et l'autre, c'est la dissolution immédiate de la Compagnie de Jésus, les jésuites, et en Espagne, s'était fortement engagé sur le terrain politique. Et finalement, ce sont ces 2 mesures qu'il va introduire et qui feront l'unanimité. Car c'est un grand discours qu'il va prononcer là, et dans ce fameux discours qui lance la formule « Espagne a dejado de ser católica ». L'Espagne a cessé d'être catholique. Et cette formule lui a été souvent reprochée. Quand on relit le discours, on voit bien le sens qu'il lui donne. C'est une constatation, c'est que la civilisation, l'évolution de la société font que l'Église catholique n'est plus en position de monopole, d'unanimité, que d'autres forces sont venues s'affirmer dans la société et qu'il n'a donc plus de raison d'identifier la nation espagnole à une confession et surtout à une organisation, à une institution politique dominante et privilégiée. Ce discours d'octobre 31 est pour Azaña celui de la consécration. D'une part, il révulse le chef du gouvernement provisoire, Alcalá Zamora, qui donc démissionne, chef de la place du gouvernement, et Azaña à ce moment-là va se retrouver président du Conseil. Ça n'empêchera d'ailleurs pas Alcalá Zamora d'être élu président de la République. Et dès lors, la dualité des 2 présidents va être un élément qui va contribuer à rendre plus difficile la tâche de Azaña. Et puis, les réformes militaires. Ces réformes militaires qu'il avait donc engagées avant même d'être chef du gouvernement, comme ministre, et qui sont des réformes assez profondes. Pour lui, comme il le déclare très tôt, il faut en finir avec toutes les conséquences d'un siècle de guerre civile et de guerre coloniale. Les guerres coloniales, les plus récentes, étant celles qui se sont déroulées encore très récemment au Maroc. Je rappelle que la guerre du Rif ne s'est conclue péniblement qu'en 1925, en collaboration avec la France. Et donc, pour moderniser l'armée, l'idée d'Azaña est qu'il faut alléger le poids des commandements, et en particulier d'une masse d'officiers et de généraux qui absorbent l'essentiel du budget. D'où l'élaboration de ce qu'on appelle la ley de retiros, la loi des mises à la retraite, qui permet, dans un délai très court, à tous les
d'officiers volontaires d'être admis à la retraite tout en conservant leur solde. Au total, on calcule qu'entre 9 et 10 000 officiers ont en bénéficié, effectivement, donc c'est un allègement considérable. Il va ensuite alléger les structures de l'armée, réduire donc le nombre de divisions pour que leurs effectifs soient des effectifs comparables à ceux des autres armées européennes. Jusqu'alors, il y avait beaucoup de divisions et très peu de troupes dans ces divisions. Il va également revoir la question de l'avancement de l'armée, puisque jusqu'alors, on privilégiait, pour cet avancement en particulier pour les officiers généraux, on privilégiait l'avancement au mérite. Et l'avancement au mérite, qui en bénéficiait? Eh bien, les officiers qui étaient sur le terrain dans les opérations en Afrique, donc au Maroc. Et donc en supprimant cet avancement au mérite, en généralisant l'avancement à l'ancienneté, plus l'avancement au choix pour les généraux, il entend desserrer le poids que faisaient exercer les unités et les commandants de cette armée d'Afrique sur le reste de l'armée. Et c'est la raison aussi pour laquelle il décide la fermeture de l'Académie générale interarmes qui se trouvait à Saragosse et qui était commandée par un certain général Franco, considérant que cette Académie de Saragosse, à ce moment-là, était destinée à propager l'idéologie et la pensée de ces africanistes pour lesquels il n'éprouvait que la plus grande méfiance. Ayant fait cela, il est convaincu qu'il a ramené l'armée à un format compatible avec la construction d'un régime démocratique. Et en cela, il se trompe. Voilà une des ombres de l'affaire. Il se trompe en particulier sur la personne de celui qui avait été chef de la garde civile, le général Sanjurjo, qui s'était montré loyal au moment de la chute de la monarchie et de la proclamation de la République. Et malgré les informations qui lui parviennent, il tarde à se convaincre du péril que celui-ci représente. Alors ce péril se matérialisera l'année suivante, en 1932, au mois d'août, lorsque Sanjurjo se lancera dans une tentative de coup d'État à partir de Séville, une tentative qui sera d'ailleurs très vite maîtrisée et qui transformera à partir de ce moment-là la vision que Hassan a des militaires. C'est sans doute à partir de ce moment-là que la méfiance naîtra chez lui. Cela dit, ce soulèvement de Hassan, de Sanjurjo, pose à Hassan un autre problème. C'est le problème de la violence et le problème de la peine de mort. Il y a un débat au sein du gouvernement dont il a laissé mémoire entre ceux qui sont partisans de laisser fusiller Sanjurjo et ceux qui pensent qu'il faut lui laisser la vie sauve. J'ai voté le dernier en faveur de la grâce. J'ai considéré l'affaire comme un choix politique, à décider comme le plus utile à la République. Fusiller Sanjurjo nous obligerait à fusiller ensuite 6 ou 8 des condamnés à la même peine. Et ceux de Castilblanco, je reparlerai tout à l'heure de Castilblanco, ce serait trop de cadavres sur le chemin de la République. Il faut censurer les pronunciamientos par leur propre échec et par le discrédit de leurs auteurs. En fusillant Sanjurjo, nous en ferions un martyr.
et nous créerions sans le vouloir le culte de son héroïsme et de sa bravoure. En fusillant Sanjurjo, nous suivrions le courant du jour. Oui, car dans l'opinion, s'il y avait eu des sondages à l'époque, il y aurait eu une écrasante majorité pour mettre à mort l'insurgé. Mais il se retournerait bientôt. Ceux qui demandent sa mort aujourd'hui s'en repentiraient demain. La monarchie, Alphonse XIII, a fait la stupidité de fusiller Galán et Garcia, les deux capitaines qui s'étaient révoltés peu avant la chute de la monarchie à Jaca, en Aragon. Ce qui n'a pas peu compté dans la chute du trône. Tâchons de ne pas commettre semblable erreur. Il faut en finir avec l'histoire des soulèvements et avec les exécutions en montrant qu'on n'en tire aucune gloire. C'est un meilleur exemple de voir Sanjurjo vaincu, vivant dans sa prison, que Sanjurjo mort et glorifié. Ainsi, comme on le voit, le refus de verser du sang procède sans doute d'un sentiment d'humanité qu'il exprime par ailleurs, mais aussi d'une raison politique qui est toujours à l'œuvre chez lui. Et c'est un but de ces convictions qu'il va réussir, surtout dans le courant de l'année 32, à imposer une série de lois qui posent les grandes réformes de ce que l'on appelle dans l'histoire d'Espagne le biennio hazañista, c'est-à-dire les 2 années, le biennal du plan français qui le domine. Je ne peux pas en faire évidemment l'exposé exhaustif ici, mais je rappellerai quand même leur portée. Au-delà donc de l'adoption dans la séparation de l'Église et de l'État qui est actée dans la Constitution, ce sera le statut d'autonomie de la Catalogne, dans lequel son intervention va être absolument décisive. Nous en avons parlé dans une des précédentes journées, mais sans les discours qu'il prononce au Cortés, mais aussi à Barcelone, pour rapprocher les points de vue qui étaient tout à fait éloignés de la majorité de l'Assemblée et des nationalistes catalans qui étaient à l'époque principalement représentés par le parti de la gauche catalane, Esquerra Catalane. Eh bien, c'est dans cet effort que Hassan montre sa capacité de négociation et de conviction lorsque il prend la parole dans son grand discours. Il situe cette autonomie conférée à la Catalogne dans une Espagne qui, pour lui, n'est pas une Espagne fédérale, qui est quand même une Espagne qui a un régime commun. Il le situe dans le contexte historique, dans les rapports difficiles qui ont été jadis ceux de la Catalogne avec la monarchie, avec les révoltes de 1640, avec la guerre de succession d'Espagne au début du XVIIIe siècle. Et c'est parce qu'il ne faut pas que la République, comme il le dira aux Catalans, reprenne les combats de la monarchie, qu'il faut trouver un mode de distribution des pouvoirs qui reconnaît en particulier à la Catalogne des pouvoirs en matière financière et économique, qui sont des pouvoirs significatifs. C'est aussi la loi sur la réforme agraire, dans laquelle il s'engagera certainement moins à titre personnel, mais qu'il finira néanmoins par valider et soutenir. Il est conscient à la fois de sa nécessité, mais en même temps de la difficulté, notamment financière, de la mettre en œuvre. Et en fait, il va lui apporter le supplément
percussions qu'elle nécessitait après justement l'échec du soulèvement de Sanjurjo, en faisant, en y ajoutant la nationalisation des biens des grands d'Espagne, c'est-à-dire du sommet de l'aristocratie qui effectivement avait gardé la possession de centaines de milliers d'hectares. Et c'est ce qui donnera un premier élan, tout à fait insuffisant sans doute, mais la réforme, encore une fois, ne pouvait pas être menée à bout en l'espace d'un an. C'était une réforme non à durée. Donc la réforme agraire. Et il faut également penser à la politique budgétaire sur laquelle je ne peux pas m'étendre, et notamment alors au développement de l'enseignement pour lequel des crédits importants vont être dégagés et il va y avoir une multiplication, par exemple, des écoles dans les zones rurales qui souvent n'en avaient pas, mais aussi des institutos, c'est-à-dire les lycées ou collèges dans les villes, de façon à prendre le relais de l'enseignement qui jusqu'alors était largement contrôlé, comme je l'ai dit, par l'Église catholique. Cet ensemble de réformes sur lesquelles je ne peux pas m'étendre davantage, c'est vraiment l'héritage politique de Azaña dans la construction de cette démocratie dans la forme de la République à laquelle il aspire. Mais son point faible, son talon d'Achille, va être dans la politique de maintien de l'ordre. Et ici, la discussion n'est certainement pas finie, y compris entre historiens, sur le bilan et les responsabilités qu'il a pu encourir dans cette politique. Quelques épisodes vont marquer son biennat. C'est d'abord le massacre de Castilblanco, qui est un village qui se situe en Extremadure et dans lequel, à la fin, dans les derniers jours de l'année justement 31, va se produire un événement qui va dans un premier temps être dénoncé comme le massacre très barbare de 4 gardes civils par la population déchaînée de ce village. Lorsqu'il en a connaissance, lorsque le Conseil des ministres en débat, lorsque il va venir aussi en débat au Cortés, l'attitude de Azaña et celle des gouvernants est de dénoncer la barbarie de ce massacre. Mais, dans un premier temps, il ne s'interroge pas sur les événements antérieurs qui ont pu le déclencher. Il préfère y voir la marque du retard social et culturel qui existe dans les campagnes d'Espagne. Et il pense que si la garde civile a subi ce sort, peut-être a-t-elle commis des abus. On retrouve des débats qui ne nous quittent pas, mais en même temps, la République n'a pas, à l'époque, d'autres moyens que cette institution héritée de la monarchie pour maintenir ce qu'il qualifie de paix sociale. Et déjà, si vous voulez, ce débat sur Castilblanco porte l'interrogation sur sa façon d'envisager
le maintien de l'ordre en cas de crise sociale. Ceci va rebondir quelques jours plus tard dans la Rioja, à Arnedo, où cette fois, c'est la garde civile qui tue. Si je me souviens bien, 8 personnes lors d'une manifestation interdite, effectivement, non autorisée. Et ce sont là 2 premiers épisodes. Le dernier qui se produira pratiquement 1 an plus tard et qui va lui être fatal, c'est celui qui va se situer, lui, en Andalousie. C'est celui de... Oh. Excusez-moi. C'est celui de Casas Viejas. Casas Viejas s'inscrit, lui, plus directement que ça n'avait été le cas à Castilblanco, dans le mouvement social et politique, il faut bien le dire, engagé par la mouvance anarchiste qui avait lancé les mots d'ordre à ce moment-là de grève générale. Et là, Angel Herberin, qui est ici présent, c'est plus que moi. Et à Castilblanco, qui est un village vraiment perdu, il y a un petit foyer qui repose notamment sur une famille, sur un militant qui s'appelle Seis Dedos, parce que sans doute elle était si loin, et qui va être l'objet d'un véritable massacre. D'abord un massacre de leur habitation, des chozas, des cabanes auxquelles on va mettre la troupe va mettre le feu, mais aussi, et c'est pire encore, par les exécutions sommaires après le retour de l'ordre, et qui sont décidées, mises en œuvre par une compagnie de la garde d'assaut qui a été envoyée spécialement de Madrid sous le commandement d'un capitaine Rojas, et qui exécute froidement 8 personnes en plus. Au total, il y a 23 morts. Voilà. Et donc, Casas Viejas va être pour Azaña la marque d'une froideur, dira-t-on, d'un manque d'humanité. Il va être attaqué très violemment à ce sujet, et il s'en défendra très mal. Je ne peux pas m'étendre là-dessus. Il s'en défendra très mal, et la presse commencera à s'en mêler. Lui qui avait joui d'une énorme popularité va se trouver désormais sur la pente de la perte de confiance de l'opinion. Et c'est à ce moment-là que va aussi s'approfondir le dissentiment qui existe entre lui et le président de la République. Le président de la République n'a pas du tout le même caractère que Azaña, je ne m'étendrai pas là-dessus, et leur relation empire. Et d'autre part, le président de la République, Alcalá Zamora, s'est de plus en plus convaincu qu'il faut recentrer, je dirais, la République en écartant les socialistes du gouvernement. Et donc, à la fois, en raison de son ressentiment envers Azaña, et aussi de son opposition politique, cette fois à la présence des socialistes au gouvernement, Alcalá Zamora demande la démission à son chef du gouvernement, comme la Constitution le lui permet, et à ce moment-là, c'est la chute. C'est la chute en 1933 de Azaña. Je ne peux pas. J'ai beaucoup insisté sur ces 2 années, parce que c'est les 2 années dans lesquelles il a été un constructeur d'une nouvelle démocratie. Les années qui suivent, je vais être maintenant beaucoup plus succinct, vont être une alternance d'ombre et de soleil.
Il va d'abord avoir une traversée du désert difficile, puisque aux élections qui ont lieu après renouveler les Cortés, il va se trouver pratiquement seul élu de son parti, et encore, parce qu'il a eu le soutien socialiste à Bilbao, donc il se retrouve en fait seul au Parlement. Et d'autre part, il va se trouver imputé dans un procès politique qui va lui être intenté en 1934 en l'accusant d'avoir participé à la tentative de soulèvement catalan à Barcelone en octobre 1934, où il se trouvait. Et par la suite, on l'accusera également d'avoir participé à l'armement du soulèvement ouvrier des Asturies. Il va donc être arrêté à Barcelone, incarcéré, puis placé sur un navire de guerre dans le port de Barcelone, où il va rester plusieurs mois, presque 5 mois si je ne me trompe, et il va devoir faire face à un procès pour subversion. Ce procès finira par aboutir à un acquittement et une reconnaissance de son innocence, mais ce sera une terrible humiliation que d'être reclus là, au début même ne pas pouvoir recevoir de visite. Finalement, sa femme, Lola, viendra et sera un fidèle soutien pour lui. Et il faudra finalement que, à la sortie de cette épreuve, il reprenne des forces pour renouer avec finalement un large électorat qu'il avait abandonné. C'est ainsi qu'il va jouer un rôle déterminant pour reconstituer une force politique capable de reprendre le pouvoir et d'obtenir la majorité. Et il le fera lors de grands discours en public, dont ils se termineront par le célèbre meeting à Comillas, aux portes de Madrid, où il paraît qu'il y aurait eu 500 000 personnes, et c'était des réunions qui étaient payantes en plus, si vous voulez, et donc dans lesquelles il se montre capable de parler seul pendant plusieurs heures pour exposer son programme à une foule attentive qui peut-être en perdait quelque chose, mais il en restait ensuite la trace de la publication. C'est ce qui va conduire à reconstituer une coalition politique qui va prendre le nom de Front populaire et qui gagnera les élections de février 1936 après la dissolution. C'est à la suite de cette victoire que le président Cala Zamora ayant été destitué, et sur le bien fondé de cette destitution, on peut se poser des questions, Azaña sera élu président de la République. Mais c'est en mai 1936, et en juillet, éclate la guerre. Alors, je ne vais pas m'étendre, ce n'était pas mon propos, ce serait un sujet en soi, sur Azaña pendant la guerre. J'évoquerai simplement pour cet homme qui avait cru pouvoir, à ce moment-là, reprendre l'effort et reconstituer les bases de ce régime démocratique, il faut se souvenir de la cruauté du destin qui va l'amener à ce départ d'Espagne, de Catalogne, en fait, à pied, non pas en voiture, comme on a dit, par le chemin des Alberts, pour se retrouver exilé en France, pour se convaincre qu'il ne pourrait plus représenter une république qui n'existait plus à ses yeux, et donc donner sa démission de président de la République, ce qui lui a été aussi amèrement reproché, qui est toujours contesté,
et ensuite, dans 3 lieux de France, suivre un destin depuis la Haute-Savoie, depuis Collonges sous Salège, en passant par le bassin d'Arcachon, par le Pilat, le conduira à Montauban. Le conduira à Montauban parce que l'Allemagne a vaincu la France, parce que Montauban est en zone non occupée, parce que quelques réfugiés espagnols l'attendent, lui font place ici, parce que l'ambassade du Mexique finira par le prendre sous sa protection, éviter qu'il soit enlevé et exécuté sommairement à Madrid, et parce que, enfin, il expirera des suites d'une maladie, d'une malformation cardiaque qui, en fait, ne s'était révélée que dans les derniers mois de sa vie. Une vie, à ce moment-là, qui semble condamnée à un oubli permanent, mais c'est contre cet oubli, précisément, que nous nous sommes retrouvés et que nous nous retrouvons aujourd'hui et que nous continuerons cet exercice de réflexion sur l'héritage politique et moral de Manuel Azaña, sur ces lumières qui sont considérables, car il va encore en nous parler des exigences de la démocratie, mais sans ignorer ses ombres, les faiblesses ou les insuffisances qu'il a pu avoir dans l'action. Ça, c'est une réflexion d'historien qui n'enlève rien à l'admiration et au respect que nous portons à sa figure. Je vous remercie.